Je vais vous demander maintenant à Madame Pouf de nous donner un point de vue un peu différent sans doute, qui est le point de vue d'une institution comme la CRAMIF, qui elle doit regarder un peu plus pratiquement et regarde un petit peu de quoi il s'agit concrètement quand on parle de risques de santé et travail. Et notamment la dimension de la santé mentale, qui est peut-être une dimension nouvelle pour la CRAMIF. Oui, merci. Bon, tout d'abord, 2 mots pour dire que la prévention des risques psychosociaux, c'est un enjeu fort pour la branche accident du travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie, puisque ça fait partie des 5 problématiques qui ont été retenues dans notre convention d'objectifs et de gestion signée en 2014 avec l'État. Alors, petit paradoxe pour l'assureur que nous sommes, et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de mon intervention, c'est que c'est un risque avec une sinistralité reconnue extrêmement faible, puisqu'en 2014, on a eu un petit peu plus de 300 affections psychiques liées au travail reconnues pour environ 51 000 maladies professionnelles reconnues. Donc voilà, un risque d'une sinistralité, en tout cas reconnue, extrêmement faible. Alors, ceci étant, sur le terrain, priorité, pas priorité, reconnu, pas reconnu, ça ne fait pas beaucoup de différence, puisque ce qu'on constate, c'est que nos agents, ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont très fréquemment et de plus en plus fréquemment sollicités par des entreprises sur des problématiques de RPS. Alors, quand je dis par des entreprises, majoritairement par les salariés de l'entreprise et leurs représentants au CHSCT. Comment on intervient dans ces cas-là? Bien souvent, la première phase, c'est une phase de formation. On forme ou on fait former l'encadrement et les membres du CHSCT parce qu'il nous semble très important de commencer par savoir de quoi on parle, d'avoir un discours commun et surtout peut-être de dédramatiser, démystifier ce risque psychosocial, de dire, de répéter qu'on va parler du travail, encore du travail et toujours du travail. À partir du moment où on a un langage commun, qu'on sait de quoi on parle, je dirais en théorie, on pourrait dire que ça se traite comme n'importe quel risque, comme un risque TMS par exemple, avec diagnostiquer, identifier des situations à risque, poser un diagnostic et décliner des mesures de prévention en privilégiant la prévention primaire. En pratique, quand on parle de risques psychosociaux, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'on intervient quand même très souvent dans un contexte de climat social déjà dégradé. On fait pas, quand on fait appel à nous, en général, c'est que ça va déjà un petit peu mal, soit parce qu'on a eu des événements douloureux, soit parce qu'on intervient aussi très souvent dans des entreprises qui sont en PSE, qui en sortent, qui vont y être, qui sont des fois à leur 3e PSE en moins de 5 ans. Et là, ça devient compliqué, effectivement, de mobiliser les acteurs sur les problématiques de risque psychosocial. Compliqué aussi, pourquoi? Parce que quand on commence à investiguer les situations à risque, eh bien, on met le doigt, quand même bien souvent, sur les choix stratégiques de l'entreprise. Des choix d'externalisation, par exemple, comme dans cette entreprise d'édition qui externalise une partie de l'activité en réduisant les effectifs et qui conserve sur un effectif réduit les dossiers les plus problématiques, parce que ça, bien sûr, il n'est pas question qu'on les externalise. Et donc, vous avez des équipes effectivement réduites qui sont en charge des problèmes les plus compliqués, les plus pénibles, les plus difficiles. Des choix également de positionnement métier, tel ce grand hôtel qui, en phase de rénovation, redéfinit son projet d'entreprise en disant ben nous, maintenant, notre métier, c'est l'accueil client. Et puis, peut-être qu'on va externaliser toute partie du ménage parce que le ménage, c'est pas smart, ça ne le fait pas. Et puis, en plus, ça nous permettra de pallier les problèmes d'absentéisme. Donc, vous voyez la claque que peuvent prendre les femmes de ménage quand on leur expose ça.
Des choix stratégiques aussi en matière d'évaluation des salariés, où on intervient dans des entreprises qui choisissent d'évaluer leurs salariés non plus simplement sur leurs compétences, mais sur l'adhésion à un système de valeurs de l'entreprise, et où, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure dans le premier groupe, où on va considérer que le niveau normal, le niveau 0, c'est celui où vous faites bien votre travail et où on est en demande de surperformance continuelle dans tous les domaines. Donc tout ça, ce sont des choix, vraiment des choix opérés par l'entreprise. Et ce qui est amusant, et c'est le cas dans les 3 exemples que je viens de vous citer, enfin ce qui est amusant, non, c'est pas amusant, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beau avoir le directeur de l'établissement en face de nous, on comprend bien qu'il n'a pas forcément toujours les mains libres là-dessus. Et dans les 3 cas que je viens de vous citer, eh bien ces choix-là, ils venaient du nouveau propriétaire anglais, de la holding aux Pays-Bas ou du siège en Suisse. Et on comprend bien que sur ces choix-là, voilà, la direction n'a pas les mains libres. Donc, on arrive quand même, dans bien des cas, à des situations un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, pas des situations de blocage, mais des situations... je dirais stagnante, où l'entreprise prend des mesurettes à droite, à gauche, mais où fondamentalement, rien n'est remis en question. Se pose alors aussi la question de nos moyens de contrainte, puisqu'on est aussi on est interpellé par les salariés qui nous disent « Bon, alors qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous attendez pour lui coller une injonction, quoi, hein ?» Alors on a effectivement un outil de contrainte que vous connaissez peut-être, qui est l'injonction, qui consiste, face à un risque déterminé, de demander à l'entreprise de prendre des mesures de prévention dans des délais impartis, et puis si elle ne les prend pas, eh bien, elle s'expose à une majoration de son taux de cotisation qui peut arriver à multiplier par 3 son taux de cotisation. Donc autant vous dire que dans nombre de situations, c'est un outil assez puissant, assez dissuasif. Encore faut-il qu'on puisse mettre en mesure de prévention, puisqu'on est tenu de donner une mesure de prévention précise et vérifiable. En termes de mesures de prévention, là, on arrive un petit peu en limite de l'exercice, parce que si j'ai un problème de stress lié à une surcharge de travail, qu'est-ce que je vais demander? D'embaucher, de supprimer telle activité qui n'a pas de valeur ajoutée, de rallonger les délais. Enfin, on arrive dans des mesures dont on sent bien qu'elles sont de la compétence exclusive de l'employeur, de l'encadrement, de son pouvoir de décision, et que là, on ne peut pas se substituer à lui. Voilà, donc on arrive à... nos moyens, je dirais, de coercition traditionnels ne fonctionnent plus très bien. Alors, je dirais, en fait, pour résumer un petit peu tout ça, qu'on est sollicité assez fréquemment, qu'on est à ce moment-là avec l'entreprise dans une démarche peut-être moins prescriptive, plus une démarche de conseil, d'accompagnement, mais qui est une démarche forcément soutenue dans le temps. Vous parliez tout à l'heure d'1 an pour arriver à un diagnostic partagé. Oui, ça, effectivement, on est dans ces ordres d'idées. Donc, ce qui nécessite un investissement de notre part assez conséquent. Et je reviens tout à l'heure sur les questions de nos moyens, de nos ressources. Ça veut dire que ça pose la question, très clairement, et je pense qu'on en est là aujourd'hui, et je rejoins la question qui était posée, la 3e question qui était posée tout à l'heure. Quel dispositif d'intervention innovant sur ces problématiques de RPS? Ça pose clairement la question des partenariats qu'on peut établir avec les services de santé au travail, avec les ARAC, l'ANAC, avec d'autres acteurs du domaine privé. Quel partenariat, quel relais on peut avoir, comment on peut travailler ensemble de façon à utiliser au mieux nos ressources qui sont contraintes pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir...